Comment protéger son investissement immobilier aux États-Unis avec une bonne assurance? Aujourd'hui, je vais tout vous raconter sur le monde de l'assurance en matière d'immobilier aux États-Unis. C'est parti! Bonjour à tous, je suis Julien Reynard d'Investir.us, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis real estate broker en Floride aux États-Unis, c'est-à-dire agent immobilier licencié indépendant. Je suis également promoteur immobilier, constructeur et investisseur. J'ai une expérience ici aux États-Unis depuis près de 10 ans et s'il y a bien quelque chose que je connais évidemment, c'est le monde de l'assurance en matière d'immobilier. J'ai malheureusement bien sûr par le passé dû utiliser mes assurances. En même temps, il y a un moment il faut bien que ça serve à quelque chose de payer une police d'assurance. Donc, je vais pouvoir vous donner un bon retour d'expérience. Surtout, je vous propose de faire un état des lieux du marché de l'assurance aux États-Unis, en revoyant les généralités, pourquoi est-ce qu'il faut s'assurer aux États-Unis, qu'est-ce que ça couvre, quel est le risque encouru qu'une assurance ne couvrira pas, est-ce qu'il y a des assurances spécifiques pour les logements Airbnb, des logements spécifiques si on est sur des immeubles de rapport. Voilà, j'essaie de vous faire un état des lieux de tout pour vous faire comprendre que l'assurance immobilière, c'est extrêmement important. Déjà, pourquoi est-ce qu'une assurance immobilière, une homeowner insurance, comme on dit en américain, c'est important et pourquoi vous devez souscrire à une assurance? Alors, c'est important déjà parce que le risque légal aux États-Unis est plus important qu'ailleurs probablement. Les gens sont plus procéduriers et donc l'assurance, la plupart du temps, intègre une responsabilité juridique, une couverture juridique et donc ça permet de curer cette problématique-là. Le deuxième enjeu de l'assurance, c'est évidemment le risque climatique. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous le savez sans doute, on travaille notamment en Floride où il y a quand même un risque climatique qui est plus important qu'ailleurs, notamment via les ouragans et les tornades, et les tempêtes. Il y a d'autres endroits aux États-Unis où il y a des tornades justement, il y a d'autres endroits où il y a des tremblements de terre. Donc le monde de l'assurance aux États-Unis est complexe et puis surtout, il y a tous ces enjeux climatiques qui sont extrêmement importants. La troisième raison, c'est aussi le coût de reconstruction qui aux États-Unis a beaucoup monté ces dernières années, le coût des matériaux, le coût de la main-d'œuvre. Donc c'est très important d'être bien couvert pour pas avoir se mettre dans une position financière compliquée s'il y a un dommage important qui est structurel au bien que vous possédez et que vous ne pouvez pas rénover. Alors, petit aparté dans cette vidéo, il faut que vous compreniez que l'assurance aux États-Unis n'est pas obligatoire légalement. Alors en fait, si vous faites une acquisition d'un bien comptant, c'est-à-dire sans emprunt, vous êtes libre de ne pas mettre d'assurance sur votre bien, vous prenez votre risque. En revanche, effectivement, à partir du moment où vous allez mettre un financement sur le bien, la banque va vous demander évidemment d'assurer ce bien parce que elle est aussi impliquée sur ce bien immobilier-là et donc elle veut minimiser son risque et notamment curer le risque lié aux assurances, tout ce qui est possible d'être assuré. En plus, la banque va faire des recommandations à l'assurance pour qu'elle assure un minimum de valeur, qu'il y ait une assurance qui soit en conformité avec la banque pour qu'elle puisse vous octroyer l'emprunt. Alors l'assurance la plus commune aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle la homeowner insurance, c'est-à-dire l'assurance propriétaire. Cette assurance en fait va permettre de garantir le vandalisme, elle va permettre de garantir l'ensemble des catastrophes naturelles, notamment les incendies, mais également les dégâts des eaux. Elle va garantir également une responsabilité civile généralement qui va permettre de vous couvrir juridiquement. Donc c'est vraiment une assurance qui permet de garantir le bien, l'ensemble des murs, l'ensemble de ce qui vous appartient. Ça ne garantit pas, bien sûr, ce qui appartient au locataire. Le locataire est libre ou non de mettre une assurance, de lui acheter une assurance pour couvrir ses propres affaires. Tout ce qui concerne les dégradations du locataire sont en revanche non assurées. Généralement, elles ne font pas partie de la homeowner insurance. En revanche, le vandalisme qui est lié à une intrusion extérieure, oui, bien sûr, c'est couvert. Il y a une autre subtilité qui est importante dans le cas de la homeowner insurance, puisqu'il y a plein bien sûr d'options possibles, notamment si c'est un bien d'investissement, il est possible de mettre une assurance pour perte locative. Voilà, si jamais vous avez un dégât sur votre bien et qui ne peut pas être loué, le temps des travaux, on va vous payer cette perte locative, l'assurance va vous le payer. J'ai d'ailleurs déjà bénéficié de ça, moi, à titre personnel, dans le cadre d'une tempête. J'ai eu, via l'assurance auquel j'avais souscrit, recouvert des fonds grâce à ça, alors que mon bien, en fait, n'a jamais été non occupé, mais parce que, ils considéraient que, compte tenu qu'il y avait un enjeu sur le toit, que le bien, que j'avais souscrit à cette assurance, et donc que j'étais couvert de ce point de vue et de récupérer des fonds par rapport à ça.
Autre point très important qui est eh bien, parfois inclus avec la homeowner insurance, mais c'est quand même toujours une ligne à part, on appelle ça la general liability, c'est en fait la responsabilité civile extrêmement importante aux États-Unis. Il faut la prendre. La responsabilité civile vous permet de vous protéger juridiquement de votre locataire, vous permet également de vous protéger s'il y a un voisin qui dépose plainte, vous permet de vous protéger si vous avez eh bien, un artisan, un contractor comme on dit, qui se fait mal chez vous. Donc la responsabilité civile permet tout ça. Je recommande de prendre responsabilité civile qui couvre quand même un certain nombre, un montant assez important, je dirais au moins 500 000 $ de responsabilité civile, ça me paraît minimum. Parce que très vite, eh bien, quand on parle de frais légaux ou de frais médicaux, eh bien, la note peut s'élever très très vite, très haute aux États-Unis, comme vous vous en doutez. Alors après, il y a tout un tas d'assurances spéciales en fonction d'où vous allez acquérir ce bien. Déjà, ce qui est important, c'est de savoir si le bien se situe en zone dite inondable. Alors, c'est pas parce que le bien n'est pas en zone inondable qu'il n'y a pas un risque d'inondation. Simplement, il y a une cartographie qui est faite aux États-Unis par un organisme fédéral qui s'appelle la FEMA, F-E-M-A, qui définit des zones dites non inondables, en tout cas avec un risque d'inondation beaucoup plus faible. On appelle ça des zonings X, alors que toutes les zones sont zonées avec une probabilité d'inondation, parfois plus ou moins forte. Alors vous vous doutez bien que certaines zones proches de la plage sont en zone inondable les plus risquées, et donc évidemment vous devez souscrire à une assurance inondation. Ça encore, ça existe uniquement, enfin c'est obligatoire uniquement si vous faites appel à un financement bancaire. Si vous êtes en cash, vous n'êtes pas obligé de le souscrire, mais vous prenez ce risque à votre compte, on va dire. Donc la flooding insurance est assez commune, notamment dans des États où l'élévation de terrain est basse. Typiquement la Floride, le Texas, la Louisiane, ou aussi qui sont des régions effectivement où il y a on va dire de manière régulière des enjeux de tempête tropicale ou d'ouragan, et donc cette flooding insurance est très commune évidemment, et puis ça rajoute un coût bien sûr chaque année, pour pouvoir couvrir ce risque-là. De la même manière, il existe une earthquake insurance pour les biens en Californie, par exemple, pour le risque de tremblement de terre. Donc c'est aussi quelque chose qui existe. Il y a également des assurances qui sont liées purement aux ouragans. En fait, souvent dans les assurances homeowner, vous avez une partie spécifique hurricane quand vous êtes en Floride, avec des règles qui sont parfois différentes en fonction de si c'est un ouragan qui dévaste le bien, alors que si c'est un phénomène climatique plus anodin, les conditions de remboursement et de couverture peuvent être différentes. Donc les assurances ouragans, évidemment, sont aussi quelque chose d'à part. Il y a également d'autres garanties qui existent, comme des home warranties que vous pouvez acheter notamment à l'acquisition du bien, que d'ailleurs vous pouvez acheter en tant qu'acheteur ou que le vendeur peut vous fournir, qui permettent de garantir tout un tas de choses sur le bien. Donc ça, ce sont d'autres types de garanties. Alors parfois, ces garanties couvrent uniquement des choses qui sont liées à la mauvaise forme ou le mauvais état de forme de la partie de la maison, typiquement une home guarantee sur la toiture, une home guarantee sur le système de chauffage. Alors voilà, si le système de chauffage tombe en panne, vous pouvez avoir ce type de garantie-là. Donc c'est une forme d'assurance. La toiture, de la même manière, c'est une leak, une fuite qui apparaît, sans qu'on sache vraiment trop d'où ça vient. Ça peut être une forme de malfaçon ou un travail qui avait été mal fait. Ces garanties peuvent prendre ça en compte. Donc je le mets dans la catégorie assurance également. Vous le savez sans doute, nous on est constructeurs en Floride, et donc effectivement et aux États-Unis et dans la région du lac Pickwick, surtout aujourd'hui on fait de la construction neuve, on donne tout un tas de garanties sur les biens que l'on vend, et donc effectivement ça nous parle beaucoup cet enjeu de garantie d'assurance sur les biens évidemment. Autre type d'assurance, pour finir sur cette vidéo, je vais vous donner deux catégories qui nous intéressent particulièrement puisqu'on gère ces types de biens et que l'on accompagne nos clients sur ces acquisitions. La première catégorie, c'est l'assurance sur les locations court terme. C'est des biens où il y a beaucoup plus de passages, où il y a des risques qui sont différents, parfois plus importants sur la location long terme. Et on a des assurances spéciales qui existent pour s'assurer sur ce type de location. Vraiment pour se prémunir. Il y a même d'ailleurs parfois des options avec animaux ou sans animaux, parce que ça on peut le cocher évidemment sur les plateformes comme VRBO ou Airbnb avec qui on travaille beaucoup. On peut complètement exclure les animaux de la mise en location, donc les assurances le savent et elles couvrent ce risque-là. Donc ça existe,
et c'est un coût additionnel quand on fait du Airbnb ou du VRBO, donc de la location court terme. Et deuxième catégorie dont je voulais vous parler, c'est les assurances sur les biens immeubles, les multifamilies. Donc vous savez sans doute, si vous me suivez depuis un certain temps, si on parle d'immeubles de 5 appartements au moins et plus, on rentre dans la catégorie commerciale. Et donc là, on rentre dans le monde de l'assurance commerciale. Donc c'est un peu différent, effectivement, puisque là, c'est pas du tout la même manière d'écrire les polices d'assurance, mais il y a un risque qui est différent. Les calculs de risque se font différemment. Tout ce qui est immeuble de 4 appartements et moins, ça s'apparente à du résidentiel, et donc le risque se calcule notamment via les maisons individuelles. C'est des plus petites structures que sur des plus grandes structures. Évidemment, il y a d'autres types de risques. Donc voilà, c'est une assurance à part pour les multifamilies, les immeubles de rapport. Comment bien choisir son assurance aux États-Unis? Il faut comprendre qu'il y a des classements qui existent pour les assurances, voilà, avec des lettrages AA+, B, voilà. Donc évidemment, il faut être dans les lettres les plus hautes, les A. C'est très important. Ensuite, comprenez qu'il y a deux types d'assurances. Il y a des assurances qui sont couvertes si elles font faillite par le gouvernement américain, d'autres qui ne le sont pas, donc évidemment qui vous exposent plus. Il faut comprendre que s'il y a un phénomène climatique très important et que l'assureur est extrêmement exposé, s'il n'arrive pas à collecter de l'argent, ça peut être très compliqué pour lui d'arriver à payer tout le monde. Et ça s'est déjà vu qu'il y a des assurances qui s'est faillite, des compagnies d'assurance. Donc, regardez aussi cet aspect-là, si l'assurance elle est backed, c'est-à-dire couverte in fine par le gouvernement américain. Autre chose qu'il faut comprendre, c'est bien sûr les avis que vous pouvez voir sur Internet, la rapidité de remboursement, la qualité globale du service. Essayez de regarder tout ça. Après, il faut comprendre que sur certaines zones, la disponibilité des assurances est très faible. Ça peut être le cas dans des zones en très fort risque. Autre point à mentionner, il y a une assurance forcément qui va vous couvrir de partout aux États-Unis. Notamment, il y a une assurance qui s'appelle Citizen, qui est une assurance privée, mais qui est couverte par le gouvernement américain et qui, elle, a le rôle de couvrir n'importe quel usager qui le souhaite de partout sur le territoire américain. Et donc, sur certains territoires, c'est la seule qui propose d'assurer. Donc, effectivement, les codes d'assurance, les polices sont plus élevés puisqu'il y a très, très peu de concurrence, voire pas du tout. Ils sont dans une situation de monopole. Donc là, vous avez des assurances parfois qui sont extrêmement cher. Le montant des assurances, quand on vient d'Europe notamment, peut paraître extrêmement élevé aux États-Unis. Là, il faut comprendre que les enjeux climatiques ne sont pas du tout les mêmes. Encore une fois, sur certaines zones, parce qu'il y a eu des phénomènes climatiques très importants ces derniers temps, les assureurs se sont complètement retirés. Donc, ils ont laissé l'assurance Citizen qui est couverte par le gouvernement en position de force, dans une forme de monopole. Et donc, effectivement, c'est pour ça que les assurances, encore une fois, je me répète, peuvent être beaucoup plus élevées. Les pièges à éviter pour finir sur cette vidéo en matière d'assurance, de mon point de vue déjà, c'est d'aller chercher des centimes sur l'assurance. Généralement, quand on va chercher quelques centimes, c'est pour vraiment dégrader sa couverture et donc ça peut faire peser un risque qui est beaucoup plus important. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le calcul global de l'assurance va dépendre de la valeur que vous allez donner, que vous allez lui donner, que vous allez lui demander d'assurer. Mettons aujourd'hui, vous achetez une maison pour 350 000 $. Ce que vous allez vouloir assurer, généralement, c'est au moins la valeur de la structure, c'est-à-dire pas la valeur du terrain, mais uniquement de l'improvement, c'est-à-dire du bien en lui-même. Donc, il faut calculer qu'est-ce que vaut le terrain, qu'est-ce que vaudrait une démolition de maison, si vraiment c'est une perte inconditionnelle du bien. Mais généralement, on est très proche de la valeur d'acquisition quand même, parce que on veut retrouver son argent. Maintenant, il y a des gens qui font des choix où les valeurs sont beaucoup moins élevées que ça, et donc forcément, les remboursements sont beaucoup plus faibles aussi. Donc ça, c'est la première, pour moi, erreur. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que quand vous achetez un bien, regardez bien où est-ce qu'il se situe. Je redis, il y a des zonings avec une cartographie qui existe pour savoir si votre bien il est en zone inondable, dite inondable ou non inondable, et donc qui va vous forcer à prendre une assurance additionnelle pour le flooding que vous voudriez peut-être pas prendre. Donc ça, c'est très important de regarder la carte FEMA, de mon point de vue, pour vous permettre de diminuer votre budget assurance. Évidemment, également, c'est le choix du bien que vous allez acquérir qui va faire la différence. Une structure, un bien neuf, évidemment, coûte beaucoup moins cher à assurer qu'un bien qui a 20, 30, 40 ans, qui a des fenêtres qui ont 20 ans, qui a une toiture aussi qui a été refaite il y a une décennie, qui a des systèmes qui sont plus anciens, alors qu'un bien neuf, évidemment, ce sont les biens que les assureurs apprécient le plus, puisque, évidemment,
Tout est neuf à l'intérieur et donc le risque est beaucoup plus limité. C'est une des autres avantages que de, bien sûr, investir dans un bien neuf. Évidemment, je prêche pour ma paroisse puisque c'est ce que l'on recommande en majorité à nos clients et c'est ce que nous faisons. Nous construisons des biens neufs aux États-Unis et ça, c'est un autre avantage de le faire. Évidemment, l'assurance est beaucoup plus faible, donc ça pèse beaucoup moins sur ce compte de résultat. Bien sûr, à la fin du mois, on en a plus dans notre poche en termes d'investissement immobilier. Merci beaucoup de m'avoir regardé sur cette vidéo et j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris un peu plus sur le monde de l'assurance aux États-Unis. Surtout, si vous avez un projet d'investissement immobilier, une seule adresse, contact@investir.us ou sinon sur le lien en description qu'on va vous mettre, vous cliquez. Vous répondez au questionnaire et puis moi je vous recontacte sous 24 à 48 heures. Bien sûr, n'hésitez pas à partager, à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye.